Pointu, direct, discourtois, offensant, énervant, les mots ne manquent pas pour désigner la diaspora africaine dans un angle où elle s'adresse généralement aux chefs d'État du continent. Même si pour d'autres, cette population qui résulte d'une part de la déportation et des traites négrières et de leurs descendants à travers le monde et du phénomène d'immigration d'autre part, constituerait l'une des pièces du puzzle conduisant à la solution aujourd'hui que les fonds envoyés vers l'Afrique par les Africains vivant à l'étranger sont supérieurs à l'aide publique au développement. Il est également supérieur aux investissements directs étrangers. Bonsoir à tous et bienvenue dans Afrique et Jeunesse, votre magazine du jour. Nous recevons aujourd'hui le coach, l'écrivain, je préfère l'appeler comme ça, l'écrivain Ninos Ngouama. Lui, il est auteur de rêves d'un autodidacte, de la formation à l'initiation, jamais prisonnier d'opinion, orateur, très persuasif, je veux dire. Prête l'oreille une seule fois et tu resteras à l'écoute toute ta vie. Bonsoir et bienvenue, coach. Merci, Matt. Un deuxième invité, c'est Madame Maïla. Elle dirige l'entreprise Maïla Syst. Elle a effectué plusieurs voyages à l'étranger. Elle y est restée longtemps et c'est pour ça qu'elle comprend bien les rapports entre l'Afrique et ses diasporas. Et nous sommes ravis de la recevoir aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue, Madame Maïla. Bonsoir, Matt. Merci pour l'invitation. Super. Alors, pour être clair, la diaspora africaine, ce n'est autre que cette population africaine qui habite à l'étranger. Maintenant que tout est clair, on va donc passer à l'essentiel, donc à ce qui est très important dans cette émission. Monsieur l'écrivain, est-ce que on est déjà d'accord sur le principe que la diaspora africaine a un rôle à jouer dans le processus de développement? La diaspora, à moins qu'elle soit démissionnaire, pour ne pas avoir un rôle à jouer. Et vous savez que dans l'un de mes livres, Jamais prisonnier d'opinion, il y a un texte qui a été consacré à la diaspora où je suis en train d'interpeller les nôtres qui sont hors du continent africain en disant peu importe où vous êtes, n'oubliez pas d'où vous venez. Et le fait d'interpeller les gens à ne jamais oublier d'où ils ou elles viennent, c'est déjà une façon de montrer qu'il y a un rôle. Il y a un rôle. Voilà. Donc, lorsqu'on porte une nature, quoi qu'on se soit naturalisé, qu'on se soit nationalisé, il y a des choses naturellement qu'on ne change pas. Lorsqu'on est déjà porteur d'une nationalité, on a des devoirs que nous devrons obligatoirement assumer vis-à-vis de notre état d'origine. Je comprends. Ne pas seulement attendre que l'État puisse faire quelque chose pour vous, mais vous également, vous avez un rôle à jouer. La responsabilité, elle est d'abord partagée. Souvent, nous avons des États très démissionnaires. Nos États, nos gouvernements sont très démissionnaires. Encore avant-hier, j'étais en train de voir comment les démons du coup d'État reviennent encore. Où mon vieux père Alpha Condé. Voilà. Donc, ça prouve que ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais puisque ça ne va pas, alors que la diaspora prenne les choses en main, à un certain moment, ce n'est pas la diaspora qui va tout faire, mais la responsabilité, comme je l'ai dit, elle est partagée. Et on va le développer. Je vais maintenant me tourner vers Madame Maïla. Avec monsieur l'écrivain Ninos Ngouama, on est déjà d'accord sur le principe que la diaspora africaine a un rôle à jouer dans le processus de développement de notre continent. Est-ce que c'est le cas avec vous? Oui, parce que il faut partir du principe d'où viennent les diasporas en fait. Pourquoi il y a une diaspora? Des gens sont partis. Pourquoi ces gens sont partis? Elles peuvent être parties. Des crises. Voilà, pour des raisons économiques. Pour des raisons politiques, pour des raisons diverses. Donc, si ces personnes sont parties et se sont installées ailleurs, c'était parce qu'il y avait des problèmes à résoudre, qu'ils ne trouvaient pas de solution. Donc, je pense que n'importe qui part de son pays d'origine et qui s'installe ailleurs et qui fait même des enfants a un désir profond d'essayer de résoudre ce qui s'y passe. Donc, comme a dit Ninos,
oui, il y a une responsabilité et elle est partagée. On peut aussi partir pour aller trouver des solutions qui nous concernent nous-mêmes. Exactement. Pas forcément le pays d'origine. Voilà. Donc, ça nous concerne nous et surtout, ces gens font partie de familles. Vous êtes partis, mais vous n'êtes pas partis avec toute votre famille. La famille est restée. La famille est restée. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle une diaspora, parce que ça garde des liens avec le pays d'origine. C'est en cela que c'est une diaspora, parce que on ne peut pas appeler les Noirs américains, pour nous les Congolais, comme une diaspora. Mais les Congolais installés en France, même s'ils ont seulement la double nationalité ou s'ils sont que français, à partir du moment où leurs parents sont de nationalité congolaise, ils font partie de la diaspora congolaise et ils seront identifiés comme tels. Alors, puisqu'on est déjà d'accord sur le fait que la diaspora africaine a un rôle à jouer dans le développement, moi, le rôle, tout le monde peut comprendre qu'ils ont un rôle. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vont-ils jouer ce rôle-là? Comment vont-ils procéder? Comment ça se fait, ce rôle-là? C'est ce que j'ai envie de comprendre dans la pratique, en fait, de ce rôle-là. Comment ça se fait? Bon, mais déjà, Daphine est en train de dire des choses importantes. J'aimerais simplement que nous puissions comprendre. Déjà, le fait que nous ayons une pensée tournée vers le pays, nous allons à l'extérieur de nos pays. Pourquoi? C'est pour rechercher des solutions. Des solutions. Mais quand on recherche des solutions, nous avions aussi des priorités. Est-ce qu'aujourd'hui, en trouvant des fonds, vous pouvez aller travailler en Amérique, ou en Europe, ou en Asie, ou en Océanie, mais toujours avec une pensée orientée vers l'Afrique. Mais quelles sont les priorités? Parce que tout le monde ne reviendra pas en Afrique faire les mêmes choses. Les mêmes choses, non. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Moi, je suis coach, je suis un promoteur du développement. Alors, que devrais-je faire? Si je me retrouve à l'extérieur du Congo, mes priorités sont de telle sorte que je revienne pour créer des structures. Mais les structures qui émanent de mes passions, par exemple. Moi, je suis artiste, écrivain. Je sais qu'il y a des problèmes d'édition, des problèmes de diffusion, des problèmes d'imprimerie. Donc, quand je reviens jouer mon rôle en tant que diaspora, je vais investir dans le secteur, par exemple, mon secteur d'activité. Mais à côté de ça, il y a des grandes lignes qui concernent la vie en général. Des secteurs dans lesquels tout le monde peut investir, même si ce n'est pas une affaire de passion, mais il y a la vie, il y a des lignes directrices. Nous avons la santé, nous avons l'alimentation, nous avons le transport. Donc, il y a aujourd'hui un rôle à jouer, par exemple, dans le cas de la santé. Quand nous regardons nos hôpitaux aujourd'hui, l'État fait un travail, mais qui peut être relié par la diaspora. OK? Par la diaspora. Nos hôpitaux, je prendrai le cas du Congo, qui est notre pays pour lequel notre cœur bat. Le Congo, le gouvernement congolais fait un effort à construire des hôpitaux. Mais nos hôpitaux ne sont que des gros bâtiments. Est-ce qu'un hôpital, est hôpital parce qu'il c'est un gros bâtiment qui occupe toute une grande surface? Ou parce qu'il y a une expertise. Ou parce qu'il y a une expertise. Donc, premièrement, on peut être utile en tant que diaspora, avec sa matière grise. Nous allons apprendre des compétences, acquérir des compétences ailleurs. Nous sommes infirmiers, nous sommes médecins. Au lieu, à la fin de nos formations, continuer à servir les autres pays, on fait un cap vers chez nous. Mais quand les autres y reviennent avec de la compétence, si le plateau technique qui devrait leur permettre d'être plus efficaces n'est pas en place, il y aura des couacs. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On aura besoin de faire recours, non seulement avec la matière grise, mais pour combler ces déficits sur le plateau technique, par exemple. Il y a aujourd'hui la diaspora malienne, la diaspora sénégalaise. Aujourd'hui, vous allez voir même des joueurs. Vous allez voir Sadio Mané, par exemple, qui aujourd'hui est un footballeur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, il sait qu'il y a des villages qui ont un déficit d'éducation, les enfants quittent certaines villes. Il joue son rôle, évidemment. Il joue son rôle. Et vous allez avoir, j'ai vu à Conakry dernièrement, Paul Pogba. Pogba qui revient créer des forages,
parce que son pays a un problème d'eau, problème d'éducation des jeunes, parce que la jeunesse a des problèmes. Donc, la diaspora a un rôle énorme à jouer, mais tout en tenant compte des priorités. Ouais. Il y a des choses que la diaspora ne fera jamais parce que l'État a le devoir de le faire. La diaspora doit venir en appui, mais pas s'appuyer sur une diaspora pour élever l'économie. Pour élever l'économie, pas possible. Madame Aïla? Ben, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est-à-dire que, comme on dit, si vous avez quelqu'un qui a faim, vous avez deux choix. Oui. Ou vous lui donnez du poisson tous les jours, ou vous lui apprenez à pêcher. À pêcher. Et c'est en cela que la diaspora est intéressante, puisque à partir du moment où elle est partie, qu'elle a expérimenté des choses nouvelles, qu'elle a expérimenté une manière de penser différente, elle peut aider à faire évoluer les mentalités de ceux qui sont restés au pays. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer tout le temps de l'argent, ah non, maman est malade, papa est malade, il faut maintenant apporter son expertise, sa connaissance pour former les jeunes. Exactement. C'est-à-dire que, comme il a dit, vous pouvez construire un hôpital, mais s'il n'y a pas les infirmiers pour travailler dedans, ça sert à rien. Ou s'il y a des infirmiers, mais que l'État ne les paye pas, ça sert à rien. Donc, il faut penser à cet aspect qui est que il faut que la diaspora serve de mentor, on va dire, à ceux qui sont restés pour que les mindsets aussi évoluent, que les gens aient les bonnes attitudes et les bons comportements et puissent eux-mêmes faire leur développement. Parce que l'Afrique, pour moi, ne se développera pas de l'extérieur. Ça sera toujours nous-mêmes qui allons faire quelque chose pour notre propre sort. Ça, c'est mon opinion. Moi, il y a quelque chose qui me dérange quand même. Nous parlons de la diaspora de façon un peu dispersée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est allé apprendre et qui pense qu'il a une connaissance donnée à venir mettre au service de la population africaine ou dans le sens de la formation. Ça, on le fait. Mais est-ce que ce n'était pas mieux, c'est-à-dire que la diaspora se réunisse ensemble? Il existe aujourd'hui des plateformes, Facebook, les différents réseaux sociaux, c'est-à-dire que la diaspora africaine qui se trouve en Amérique, en Europe, en Asie, que tous se rassemblent pour dire, ben, on va maintenant apporter notre aide au continent africain, mais que ce soit de façon planifiée, de façon ciblée. Est-ce que ce n'était pas mieux que d'aller de façon individuelle? Est-ce que c'est pas mieux d'aller ensemble, de réfléchir parce qu'on est ensemble, on est venu apprendre, on a une connaissance, alors que c'est une connaissance qui manque peut-être dans le continent, qu'on se réunisse et qu'on planifie notre action sur le continent. Oui, je pense que les autres, quand on parle de diaspora, nous allons classifier la diaspora en fonction aussi des zones. Des zones, oui. Parce que les mentalités qui nous diversifient ne sont toujours pas les mêmes. Quand vous regardez en Afrique centrale, il y a des peuples très solidaires qui peuvent ensemble mettre un projet sur la table et il n'y a pas quelqu'un qui cherche la vedette. C'est-à-dire, ça c'est au nom de la diaspora, c'est pas un individu. Mais quand vous revenez dans des pays comme les nôtres, le Congo, parce qu'il faut toujours prendre des cas de manière spécifique, vous allez voir le Congo brille de l'individualisme. C'est-à-dire, l'un des problèmes du Congo, par exemple notre pays, notre diaspora ne se fait pas sentir parce que nous ne sommes pas une seule voix. C'est chacun qui veut se faire entendre. Mais à un certain moment, quand tout le monde veut se faire entendre, on entendra qui? Voyez-vous? Et aujourd'hui... Et on entend surtout ceux qui sortent de temps en temps pour insulter. Bon, mais je pense que en grande partie, depuis une bonne période, la diaspora africaine brille plus dans ça. Voyez-vous, quand vous arrivez dans certains pays aujourd'hui, quand vous êtes une personnalité publique, vous avez du mal à franchir certains pays parce que vos autres qui sont là-bas, ils ne comprennent pas que y a des difficultés qui sont là et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous combattent. Ils vous combattent, ils vous bloquent les roues et ils pensent que l'unique moyen de se faire entendre, ben c'est aussi ça. Lorsqu'on veut aller vers des aides, on veut aller vers un projet commun,
il faut déjà que nous ayons une seule voix. Si on n'a pas une seule voix, qui va parler? Il y a un problème de leadership à l'intérieur, dans nos diasporas. Il y a un problème de leadership, des meneurs. Qui est meneur? Un manque d'organisation. Un manque d'organisation. Un manque aussi de confiance. Parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui, je dois confier la responsabilité à une personne de ce que je pense qui doit servir au pays, nous voyons aujourd'hui les détournements des fonds, les détournements des aides, qui plusieurs fois arrivent au nom des ONG, au nom des orphelinats, au nom de telle ou telle structure, mais arrivé sur place, ça devient des biens privés. Ce qui vient au nom de la diaspora devient un bien privé, alors que cela devrait servir à la communauté. Mais n'oublions pas qu'il faut dépeindre des systèmes aujourd'hui dans lesquels les gens se retrouvent dans la diaspora aussi. Au Congo-Brazzaville ou en Afrique centrale, nous ne sentons pas trop l'impact de l'immigration clandestine. Aujourd'hui, quand quelqu'un se bat seul, bon, il n'a pas eu d'accompagnement, il a préféré passer par la Libye ou par le Maroc ou par le Sénégal. Il va traverser les eaux glaciales de la Méditerranée pour soit finir dans l'eau ou arriver de l'autre côté. Et quelqu'un comme ça qui s'en sort, il se retrouve là-bas et il va dire, moi j'ai fui, je me suis échappé à la galère de mon pays, je vais faire ma vie là, je vais former ma famille et il attendra peut-être un jour revenir dans un cercueil. Donc ce que nous devons d'abord faire, c'est de savoir que nous ne pouvons pas bâtir une société si nous n'avions pas confiance à notre propre peuple. Ce que nous faisons entre nous, nous devrons nous faire confiance. Et c'est de savoir que il y a un problème de la fédération des compétences. C'est un appel à l'unité, en fait. Un appel à l'unité. La fédération des compétences. Ce qu'elle a, je n'ai pas. Ce que j'ai, elle n'a pas. C'est pour cela que nous devons nous mettre ensemble. Et nous nous mettons ensemble. Pourquoi? Pour l'Afrique. Nous nous mettons ensemble. Pourquoi? Pour nos différents pays, ainsi de suite. Je pense que c'est bien ça les problèmes que nous avons. S'organiser, planifier son action sur le continent africain, c'est ce que devrait faire la diaspora. Absolument. Et ça, je pense que la diaspora l'a déjà compris. Quand vous essayez de vous renseigner, vous allez voir qu'il y a déjà eu beaucoup de réunions qui ont été faites avec la Banque mondiale, avec la diaspora africaine, surtout celles installées aux États-Unis et en Amérique du Nord, par exemple. Vous allez apprendre qu'au niveau de l'Union africaine, la diaspora africaine, c'est la 6e région, normalement. Il parle même d'un État. Voilà. Donc, tous les pays africains sont encouragés à avoir un ministère consacré à leur ressortissants de l'étranger et à leur diaspora. Dans les pays comme, par exemple, le Cameroun, où il n'y a pas de double nationalité, ou la RDC, c'est un peu compliqué. Discuter et expliquer pourquoi ce comportement n'est pas faisable. Vous êtes dans un bus, vous jetez votre banane par la fenêtre, vous ne devez pas faire des choses comme ça, normalement. Il y a des poubelles, il y a Averdet, etc. Donc, il y a un travail qui doit être fait, mais ça, c'est chacun de nous qui doit participer. La diaspora a un rôle. Le rôle le plus important que la diaspora peut avoir, c'est un rôle économique. Parce que pour avoir les destinées d'un pays, c'est ceux qui ont l'argent qui ont les destinées d'un pays. Si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas la parole. Exactement. Ça n'existe pas. Vous êtes inférieur. Voilà. Donc, nous, on est dans un pays où 90% de l'économie gît au milieu des étrangers. Je suis désolée, chaque pôle économique est tenu par une catégorie de personnes. Le marché, c'est les personnes de l'Afrique de l'Ouest. Les supermarchés, c'est les Indiens. Les entreprises un peu développées, c'est les Français. Les Libanais tiennent tout ce qui est commerce et tout. Qu'est-ce que les Congolais tiennent, finalement, dans ce pays? Ils sont de la sécurité. Voilà, par exemple. Mais ils sécurisent quels biens? Les biens des étrangers. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, à mon sens, la diaspora sera utile parce que elle sera celle qui va venir banquer des projets qui vont permettre d'enrichir les Congolais. Mais évidemment, il faut qu'ils aient en face des Congolais aussi sérieux. Et ça, c'est une question de famille. J'étais en train de lire un article qui parlait, par exemple, de comment est organisée la diaspora chinoise. Mais ils ont un système qui ressemble beaucoup à ce qui existe déjà chez nous. Ils appellent ça le pot commun, en fait. C'est ce que nous, on appelle la tontine, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand on est chinois et qu'on vit à l'étranger? Vous êtes là, il y a toute la fédération qui est là et chaque mois, vous contribuez. C'est comme une association, en fait. Chaque mois, chacun met un petit montant. Et le jour où tu auras besoin d'un financement immédiat pour un projet économique, le pot paye pour toi. Et tu reçois ainsi un crédit sans
comment dire ça, sans intérêt, sans rien, que tu payes doucement. Ça, c'est des mécanismes que la Chine a développés avec sa diaspora. Et c'est ce qui fait partie de sa puissance économique. La Chine a une diaspora de presque 300 millions de personnes à l'étranger. Ouais. Je crois que c'est 300 millions ou 30 millions. C'est 300 millions. 300 millions. 300 millions de personnes qui ont des liens avec la Chine. C'est la plus grande diaspora. Et quand vous regardez des pays proches de la Chine comme la Thaïlande, le Vietnam, il y a 70% de leur économie qui est aux mains des Chinois. Ouais. Des Chinois d'origine, des Thaïlandais ou des Taïwanais, mais d'origine chinoise. Ouais. Donc, comme vous avez dit, la clé, c'est ça, l'organisation, la stratégie, la planification. Oui. Si vous n'avez pas ça, vous allez beau avoir crié, critiqué toute la journée, vous n'allez rien réussir. Rien ne va changer. Ouais, rien ne va changer. Alors, j'aimerais maintenant que, puisqu'on parle de planification, on parle d'organisation, vous allez me dire, hein, on va prendre les choses dans l'ordre. On va commencer par l'économie, en fait. S'il faut que la diaspora africaine, une fois organisée, on suppose, on va déjà dans cet univers-là, dans cette sphère, ils se sont organisés. Ils se sont dit, bon, ok, l'Afrique, c'est notre continent. Il faut maintenant que l'Afrique se développe parce qu'on en a marre. On en a marre de vivre à l'étranger. On est quelquefois maltraité. En Chine, c'est la mauvaise vie. Les Chinois nous maltraitent. En Europe, en Amérique, un peu partout. Il faut qu'on s'organise maintenant pour développer notre continent. Maintenant, s'il faut maintenant qu'ils descendent en Afrique pour développer les secteurs, dans quel secteur on devrait commencer? Je pense que c'est l'économie. Oui. Et comment? Ben, c'est très simple. S'il y a une chose qui est certaine, oui, c'est que l'Afrique est un continent où il y a tout à faire. Ouais. C'est-à-dire tout, en tout cas. Aujourd'hui, on est d'accord. Vous avez un peu d'argent, vous arrivez en Afrique, vous démarrez une entreprise, vous allez devenir un pionnier, vous allez passer à la télévision, tout le monde va parler de vous. Alors que ce que vous faites, c'est quelque chose de basique. Ouais. En Afrique, c'est encore possible de faire des choses depuis le début. Et c'est ça qui est beau, en fait. Et les Européens, ils l'ont compris. C'est pas pour rien que vous allez voir que Macron, il a un conseil économique spécialisé pour l'Afrique. Les États-Unis, dans leurs ambassades, ils ont des trucs spéciaux pour gérer l'Afrique. Parce qu'ils ont vu le potentiel économique qu'il y a à l'Afrique. L'Afrique a une population jeune, en bonne santé, une classe moyenne qui est en train de monter. Donc, il y a énormément d'opportunités d'affaires. Ok, chez nous, la santé économique n'est pas si belle qu'au Sénégal ou au Nigeria ou ailleurs. Mais le marché est là. Il suffit de faire un travail de qualité aussi. Il y a des secteurs qui ne sont pas encore exploités. Il y a des secteurs. Je vais vous donner un exemple. J'ai pris le bus récemment pour Pointe-Noire, Brazzaville. Vous savez que nous roulons ici dans des bus qui n'ont pas de toilettes. Numéro 1. J'ai fait ce qui parfois ne sont pas climatisés, qui n'ont même pas de Wi-Fi ou ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora, en grande partie, est considérée comme l'ennemi de ceux qui sont à l'intérieur. Alors que nous devrons, la parler de la coopération, de la collaboration. La collaboration. Ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur, il faut qu'il y ait des ponts. Mais ces ponts-là, ce sont les structures économiques qui doivent être mises en place. La priorité, pour revenir à la question, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Parce que aujourd'hui, quand vous voulez faire un business, vous faites l'élevage, mais c'est un business où vous gagnez à 100%. Ne vous en faites pas, parce que quand vous élevez un mouton que vous avez acheté à 100 000 et il met bas, mais il va vous produire un autre mouton que vous vendrez à 100 000. À 100 000. Donc, c'est un secteur à exploiter. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui que la plupart des viandes que nous consommons viennent du Tchad. Ils font la route, ça vient par le nord, ils font le pied pour arriver ici. Mais qu'est-ce qui empêche à ce que nous aussi, avec tous les espaces que nous avons trop d'opportunités. C'est pour ça que nous disons, on peut faire tout et partout. Deuxième secteur, oui, allez-y, vous souhaitez réagir. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent. C'est-à-dire que c'est une synergie qui doit se mettre en place entre la diaspora, les autochtones, comme on a dit, mais aussi il faut une volonté politique les gouvernants. Ferme, les gouvernants. Donc si les trois ne fonctionnent pas, on va discuter du sujet pendant encore longtemps. Ah oui. Mais
C'est vrai que l'histoire des diasporas au Congo n'est pas encore très successful, on va dire. Mais comme il a dit, il y a de beaux exemples de succès au Rwanda. C'est pour ça qu'on le met sur la table, en fait. Ben voilà, donc si ça marche au Rwanda, si ça marche au Sénégal, si ça marche au Mali, pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici? Donc je suis d'accord avec ce qu'il dit. Deuxième secteur, après le secteur économique, quel secteur serait encore le coach Ninos parle de tous les secteurs, et c'est vrai, il a raison, parce que on a l'impression que tout est à refaire, on a l'impression qu'il faut agir partout. Mais c'est comme je disais, il y a une procédure à suivre. Il faut toucher le secteur économique, remuer un peu là-bas, parce que quelque part, c'est le secteur économique qui pourrait favoriser également le secteur de la santé à travers des fonds, l'achat du plateau technique, l'expertise, ainsi de suite. Et un secteur prioritaire, ça serait l'éducation. L'éducation. C'est évident. Parce que si vous avez un peu plus d'ignorance, vous n'allez pas aller loin. Vous n'allez pas aller loin. Et malheureusement, s'il y a bien un secteur au Congo qui pose problème, c'est l'éducation. On a des problèmes. Vous qui êtes dans la littérature, je pense que je crois que j'étais en train de vous entendre dire tout à l'heure que, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre qui disait, lorsque vous demandez à un jeune homme aujourd'hui quel est le livre qu'il a étudié à l'école ou pour le bac, il va vous sortir un livre, je sais, qui date d'il y a 10, 20 ans, par là. Et c'est le même qui est toujours au programme. À jour, pardon, voilà. Donc, l'éducation au Congo n'est pas pensée pour que les gens soient des personnes, on va dire, indépendantes et capables de servir la société. L'éducation telle qu'elle est aujourd'hui exercée dans le pays. Bon, mais écoutez, c'est un système, on le sait, qui date de la période coloniale. Ça a été réfléchi par le colon, et c'est le même système qui continue aujourd'hui. Et c'est en cela que la diaspora peut être d'un apport certain. Et je peux déjà vous confirmer qu'il y en a certains déjà qui travaillent dans ce sens. Je connais 2-3 personnes de mon entourage, par exemple, qui ont évolué à l'étranger, qui sont revenus au Congo et qui ont créé des écoles où on va dire la façon d'enseigner est différente. Avec des mindsets un peu tirés un peu des sociétés anglo-saxonnes, où on apprend aux enfants à être indépendants, à être un peu plus dans l'action, à ne pas toujours seulement faire le perroquet. Il y a 2-3 écoles comme ça qui ont déjà commencé ici à Pointe-Noire, il y en a certainement à Brazzaville. Donc, il y a du travail. À la fin, vous me direz quelles sont ces écoles-là, à la fin. Oui, je vous dirai ces écoles. Il y a du travail. Je vois que vous êtes intéressés. Évidemment, il y a beaucoup de travail encore à faire, mais je pense qu'il y a surtout, comme je vous ai dit au départ, moi, je faisais partie des gens qui étaient convaincus qu'il n'y avait plus d'espoir, en fait. Que c'était inutile de faire quoi que ce soit ici, parce qu'au final, vous alliez échouer. Alors, il faut vraiment éviter qu'on en arrive là, sinon ce serait le chaos. Ce qui est bien, c'est que quand vous touchez le fond, après vous voyez les choses d'une autre façon. Donc, puisque vous touchez le fond, vous dites c'est pas la peine, il n'y a rien à faire. Après vous revenez sur vos pas et vous réfléchissez. Non, il y a tout à faire encore au Congo. Oui, c'est possible de changer. Et notre rôle aussi, nous qui sommes autochtones, c'est de convaincre la diaspora de ne pas perdre espoir. C'est pas parce que nous avons des gens qui ne donnent pas l'exemple, c'est pas parce que nous avons des gens qui ne sont pas intéressés à développer notre pays, mais comme il a su bien le dire, notre cœur bat pour notre pays. Et chacun de nous va faire ce qui est en son pouvoir pour que notre pays avance. Ceux qui ne veulent pas que ça avance, tôt ou tard, ils descendront du navire. Mais c'est ce que nous devons faire. Moi, je me dis, c'est vrai que la diaspora peut venir, peut investir, peut s'investir aussi personnellement, parce que c'est un sacrifice. Vous connaissez la vie en Europe ou en Amérique est confortable. Vous n'avez pas entendre parler de courant Mekwenda, je ne sais pas comment on dit, masque élevé. Vous n'allez pas entendre parler de ce genre de choses en Europe. Quand vous rentrez, mais en Europe, tu réfléchis pas comment tu vas avoir le courant, le gaz, et tout ça. Au Congo, tu réfléchis à ça, comment je vais faire l'essence. Là, il y a eu une pénurie. C'est un sacrifice de quitter l'Europe pour revenir. Même s'il y a des maux de tête, parce qu'il faut tout le temps payer les factures. Exactement. Et surtout, ici, vous payez des factures pour des services qui ne les valent pas. Donc, vous dépensez beaucoup d'argent. Donc, quelqu'un qui est de la diaspora, qui a grandi là-bas ou qui est né là-bas,
vous lui dites reviens au Congo. Qui est habitué à ce mode de vie. Voilà, c'est un sacrifice de rentrer au final. Donc c'est à nous aussi d'avoir un langage, d'avoir un langage convaincant pour leur dire il y a à faire, ayez confiance, revenez, faisons les choses ensemble. Peut-être pas revenir pour s'y installer, mais... Voilà, mais gardez le lien. Le lien, ouais. Gardez le lien. Parce que on est toujours mieux que chez soi. Monsieur Ngwama, le deuxième secteur, c'est finalement le secteur éducatif. Oui, le secteur éducatif. Vous savez que j'ai l'impression, hein, c'est un point de vue, oui, que notre politique dans tous les sens, travaille un peu à l'aliénation de la population. Je vais m'expliquer. On ne peut pas avoir un pays qui se développe si les systèmes éducatifs, dans les systèmes éducatifs, il n'y a pas de réforme. Ouais. S'il n'y a pas de réforme, ça veut dire tout ce que nous sommes en train de faire, nous-mêmes, nous savons que nous avions déjà échoué. Et n'oublions pas que tout ce que nous sommes appelés à faire... Puisqu'il n'y a pas de résultats jusque-là, de bons résultats. Il y a une question d'héritage. Il y a d'abord une question d'héritage. Parce que l'éducation, nous ne cesserons de revenir en disant que l'éducation passe forcément par la formation. Oui. Mais la formation de l'être humain commence à la maison. À la maison. Ensuite, après dans la rue ou à l'école et dans la société, ainsi de suite. Après les masses médias, tous les moyens. Mais c'est d'abord le processus de la formation de l'Africain. Oui. Aujourd'hui, quand vous regardez, on se focalise sur des universités aujourd'hui, mais regardez l'état de nos écoles primaires. Absolument. Parce que quand l'état des écoles primaires, l'école primaire, quand c'est délabré, alors qu'on se consacre à construire des universités, mais celui qui va à l'université là, il a appris à écrire où? Où a-t-il appris l'alphabet? N'est-ce pas à l'école primaire? Mais si les structures de base, je suis préoccupé par les fondements. Parce que aucune maison ne tient sans une fondation. Aucune politique, aucun pays, aucune économie, rien ne se développe si les fondations sont fausses. OK? Donc, il faudrait que nous puissions regarder quel est le modèle éducatif qui correspond à cette génération. Les mises à jour qu'il faut faire dans les systèmes éducatifs. Vous allez voir aujourd'hui le pleurer rire ça c'est au Congo-Brazzaville. De mon doyen, par exemple, Henri Lopez. Depuis toujours, nous étions très gamins. Nous, on est venus trouver ces livres. Et vous avez des livres... en première, c'est l'étranger d'Albert Camus. Voilà. Vous revenez encore sur... les chroniques congolaises. Les chroniques congolaises de Tati Loutard. C'est très bien. Mais n'y a-t-il pas d'autres auteurs qui aujourd'hui écrivent en tenant compte? Alors qu'on a toute une panoplie d'écrivains. Hein? Je prendrai un autre cas. Le système de la pédagogie d'hier définissait que pour être enseignant, il faut sortir de l'ENA, de l'ENI, je sais pas de quelle école qui formait les gens. Mais après, on s'est rendu compte que ce sont des méthodes caduques. Parce qu'aujourd'hui, on peut être professeur, enseignant, en se basant sur une expérience de vie. Nous avons aujourd'hui le cas d'Alem Abankou, qui aujourd'hui est parti de la littérature pour l'enseignement. C'est votre doyen. Hein? Ben, c'est un doyen que je salue d'ailleurs en passant. Mais quand vous regardez Alem Abankou travailler, il vous dira, je ne suis pas d'abord un enseignant. Je suis d'abord un artiste qui est devenu enseignant. Donc, les méthodes dans lesquelles il va transmettre un enseignement seront différents d'un professeur qui fait le perroquet. Voyez-vous? Donc, il faut, pour revoir le système éducatif, il faut que l'État puisse faire la réforme du système éducatif, mais aussi que les écoles tiennent compte des programmes en tenant compte de l'évaluation de l'homme. Aujourd'hui, on parle de PFPI, les tests d'évaluation des compétences et des caractères depuis le bas âge, et l'orientation des enfants à la base. Et à quel moment la diaspora intervient finalement? Ben, la diaspora va intervenir déjà sur tous les moyens qu'il faut aujourd'hui pour permettre à ce que le système éducatif soit révolutionné. Nous avons aujourd'hui la technologie très avancée sous d'autres cieux. Et le confinement aujourd'hui est venu nous démontrer noir sur blanc
que nous étions très en retard. Regardez aujourd'hui la méthode que les chaînes nationales ont diffusé les cours et même certains enfants étaient perdus. Parce que l'école à domicile. Voilà, l'école à domicile. Ça, c'est une révolution. Mais sous d'autres cieux, quelqu'un pouvait le faire déjà il y a bien des années. Donc, nous avons un problème de mise à jour qu'il faut d'abord faire de notre système éducatif, mais la diaspora peut déjà accompagner l'Afrique avec la technologie que eux, ils ont maîtrisée ailleurs, qu'ils peuvent amener en Afrique. Et ça... Il n'y a pas que la technologie, il y a aussi l'expérience, dans le sens où eux, ils ont vécu ces nouvelles méthodes, ces nouvelles réformes, ces nouvelles attentes, ces nouvelles techniques d'éducation. Et ils le vivent jusqu'aujourd'hui. Donc, ils sont bien placés pour en être les ambassadeurs. Ouais, c'est clair. La question reste la même. La diaspora a un rôle à jouer, mais comme il a encore souligné, il faut une volonté locale, autochtone et aussi politique. Et un troisième secteur, c'est peut-être le secteur culturel. Et là également, la diaspora a son rôle à jouer, je pense. Oui, parce que les médias, c'est le troisième pouvoir, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Le quatrième. Le quatrième pouvoir. Donc, les médias, la culture, la musique, la danse, ça fait partie de ce qui forme, on va dire, l'identité d'un pays. Donc oui, puisque s'il y a une chose qui va lier la diaspora à son pays, c'est bien tous les aspects culturels du pays. Nous, bon, ce qu'on exporte le mieux, c'est la SAP. J'ai rien contre la SAP, hein. Moi, je suis descendante de sapeurs. Donc... Et monsieur Ngwama, je vais vous dire, c'est un sapeur, hein. Je ne savais pas. J'ai fait le constat. Avec mon nom, vous vous imaginez bien que oui, bien sûr. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'exporte bien à l'étranger et tout. Mais il y a d'autres domaines de notre culture qui peuvent être exportés. Moi, je suis étonnée, par exemple, que, le FESPAM, il n'y a plus rien qui se passe. Il y a aucun festival culturel qui met en avant les danses traditionnelles. Quand vous allez au Gabon. Ça existe. Oui, mais on n'en entend pas parler, c'est ça le problème. Ouais, mais ça existe de temps en temps. Quand vous allez au Gabon, vous avez des artistes qui évoluent exclusivement, par exemple, dans la musique traditionnelle. Ils ne chantent que parce qu'il y a une partie de ma famille, par exemple, qui vient du Gabon. Et j'entends parfois ma mère avec des CD, des chansons de musique traditionnelle qu'ils ont amenées dans leur langue depuis le Gabon là-bas. Ce qui n'existe pas beaucoup ici. Ça, c'est des aspects culturels où parce que on va se le dire, hein, faut se dire la vérité. Hein. Moi, en tant que diaspora, je vais pas venir investir parce que je suis une sainte ou que je veux faire un don. Même l'aide publique au développement, c'est comment dire ça, on donne et on retire. Je veux dire, on vous finance une école, mais c'est qui construit l'école? C'est une entreprise française qui va employer des Français, etc., etc. Donc, il y a un retour de bâton. Forcément. Donc, la diaspora aussi, ne leur demandez pas d'aller mettre de l'argent dans un domaine s'ils ont rien en retour. Il faut leur expliquer qu'est-ce qu'ils vont gagner et si ça les intéresse, ils vont travailler. Donc, c'est à nous, en fait, de nous vendre, hein, on va dire, vous avez des projets, vendez-les à la diaspora, ils ont les moyens, je veux dire, eux, ils gagnent plus d'argent que nous, ils ont les moyens d'avoir plus d'épargne que nous, plus rapidement, et ils ont peut-être les moyens d'avoir des crédits que nous, on ne peut pas avoir. Donc, si vous avez un projet vraiment qui est conséquent, qui est intéressant, que ce soit dans la musique, dans la danse, dans les trucs, je ne vois pas pourquoi la diaspora ne peut pas participer, mais il faut aussi qu'ils voient le retour d'investissement. Ils vont pas venir faire des dons, on est d'accord? Ah non, pas du tout, pas du tout. Voilà. Non, dans le secteur culturel, moi, je pense que là aussi, il y a beaucoup à faire. Parce que une diaspora est aussi diaspora parce qu'elle incarne des valeurs de chez eux, mais loin de leur terre. Loin de leur terre. Quand vous regardez le secteur culinaire, c'est la culture. Oui, évidemment. Parce que notre manière de manger traduit nos origines. Nos origines. Notre manière de danser traduit nos origines. Notre manière même de parler traduit nos origines. Alors, la diaspora a aussi pour rôle dans le secteur culturel de promouvoir. Oui. À partir de là où ils sont. C'est exact. Parce que là, à un certain moment, la diaspora ne fera pas un retour de manière directe. Oui. Mais de manière indirecte, la diaspora peut jouer le rôle d'importation. Ça veut dire la diaspora prend ce qui est sur place, dans leur pays d'origine, et
fait la promotion À l'extérieur. à l'extérieur. Ils peuvent promouvoir la danse, ils peuvent promouvoir les festivals culturels, ils peuvent plutôt qu'est-ce que je dis gastronomiques, ils peuvent promouvoir le textile, parce que même en tant qu'Africain, il y a le raffia, il y a le raffia, il y a beaucoup d'autres choses. Et quand vous regardez nos frères d'à côté, parce que j'ai des amis qui ont écrit un magnifique livre, L'Afrique d'ici et d'ailleurs. Donc, en parlant de ceux qui sont d'ailleurs, donc les voisins, vous allez vous rendre compte que quand ils arrivent en Afrique, ils sont toujours tentés d'aimer ce que nous, principalement, nous n'apprécions pas. Nous n'apprécions pas, ouais. OK? Vous allez voir aujourd'hui, quand vous regardez c'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne voyons même pas de la valeur de la chose. Quand elle est habillée, vous voyez, elle est européenne africaine. C'est-à-dire, c'est une culture ambulante. Oui. C'est-à-dire, ambassadrice de la culture telle qu'elle est présente. Ouais. Mais ceux qui sont de l'autre côté, vous allez voir, ils étouffent parfois. Parfois, ils arrivent à étouffer. Ils prennent ce qu'ils trouvent et ils abandonnent ce qui fait leur identité. La diaspora doit contribuer dans le secteur culturel en gardant leur identité. Ouais. Même si on est loin, les Ouest-Africains ne vont pas changer leur façon de parler. Ouais. Ils ne vont pas changer leur façon de s'habiller. Ils sont ainsi. Ils sont, même s'ils sont chez vous, vous allez quand même savoir que celui-là, c'est le Sénégal, ça c'est le Ghana, ça c'est le Nigeria, ça c'est... Rien de ne pas leur accent. Mais le Congolais, en général, quand il arrive, il se métamorphose. OK? Déjà. Il se connaît, hein? Ah, voilà. Il se Je suis pas 100% d'accord avec ça. Non, okay. Il faut pas généraliser. Non, on ne généralise pas, mais ce sont des cas en général dans lesquels vous trouvez que il y a une très grande perte d'identité culturelle au niveau de l'Afrique centrale. Une très grande perte. Parce que quand il y a fuite des cerveaux, les gens vous modèlent pour devenir les leurs. Parce que si vous êtes aujourd'hui meilleur en Europe, vous êtes footballeur, on ne dira jamais que c'est un Congolais qui a marqué le but. On va vous attribuer une nationalité pour s'attirer cette gloire, cet honneur. Donc c'est une perte pour nous. OK? Maintenant, les pays où on porte pas la double nationalité, comme le Cameroun, quand vous y allez, quel que soit, même si vous brillez ailleurs, vous restez camerounais. Et ça fait une force pour un pays, pour la diaspora d'un pays. Alors nous, que ce soit au Congo, que ce soit au Tchad ou en Guinée équatoriale ou au Gabon, on a un travail à faire. Le Lingala aujourd'hui, c'est une langue qui est partagée entre les deux Congos. Mais lesquels qui en font plus la promotion? C'est les Congolais d'en face qui ont fait la promotion. Oui. Aujourd'hui, vous allez voir des Chinois chercher à chanter en Lingala parce que ils ont gardé cette identité. Et un Quinois, par exemple, un Congolais de Kinshasa, s'il a du mal à dire une phrase en français, eh ben, si ça lui vient de libérer ça en Lingala, c'est sa langue. Ça passe. Mais nous, par contre, je suis de la Lékoumou. Mais qu'est-ce que je connais, par exemple, en grande partie de la Lékoumou? Grande question. Je me retrouve aujourd'hui en Suisse. Et je me marie à une Suisse. Déjà, moi-même, je ne connais presque rien de la Lékoumou. Je ne connais presque pas Sibiti, je ne connais presque pas Indo. Alors, je vais m'efforcer à connaître toutes les villes, tous les quartiers de Genève. Ma fille ou mon fils qui naît, il devient un Suisse. Et au fur et à mesure, c'est une perte de génération en génération. Il y a des souches que nous perdons. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mais heureusement, il y a toujours des conservateurs qui restent. Là, je la rejoins pour dire que on n'est pas tout à fait d'accord, que nous perdons tout. Il y a un peu qui reste. Mais c'est le peu là qu'il faut multiplier, fructifier pour permettre à ce que l'identité culturelle de l'Afrique puisse redorer encore. Madame Aïla n'était pas d'accord. Ben non, ne pas être d'accord, c'est beaucoup dire. Hein. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a une grosse généralisation en matière de comportement de la diaspora. Moi, je me dis, moi, je suis quelqu'un d'assez positif. Moi, je crois qu'il ne faut pas s'attacher à ce qui se voit. Moi, je pense que la diaspora est une force qui travaille derrière et qui travaille très bien. Parce que je suis désolée, si les gens sont encore vivants aujourd'hui, c'est grâce à la diaspora. La diaspora, vous avez dit au début de l'émission, c'est plus que l'aide publique au développement, c'est plus que les budgets de l'État. Ah, ok, je comprends. Ah ouais. Si les gens sont encore vivants, si les gens ne meurent pas de faim, vous voulez dire. C'est ça. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les Africains qui étaient partis, l'Afrique serait pas dans l'état où on est aujourd'hui. Hein. Il faut être d'accord là-dessus.
Donc, la diaspora travaille derrière. Comme on dit, il y a diaspora et diaspora. Il y a une diaspora, comme il a dit, les gens qui sont partis parce qu'ils sont partis travailler, mais il y a aussi une diaspora de fait. C'est-à-dire, lui, il est né à l'étranger, c'est pas sa faute, hein. C'est pas sa faute. Son père est parti en France, il a eu des gamins là-bas. Ceux qui sont allés, par exemple, les descendants de ceux qui sont allés, par exemple, lors de la traite négrière. Voilà, exactement. Donc, ils sont allés là-bas. Et ils subissent. Et c'est à nous de leur donner l'envie de garder le lien. Il faut qu'ils aient envie, comme il a dit, d'être fiers de ce que c'est que d'être congolais ou c'est que d'être voilà. Donc c'est un travail. Moi je comprends tout à fait ce qu'il dit quand il dit quand Ninos dit moi je connais pas la Lekomu, etc. Mais s'il y a pas que vous, hein, nous sommes nombreux dans cette situation. Nos parents ne nous ont pas n'ont pas travaillé à nous transmettre cette identité congolaise. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à avoir un Congo qui est uni, qui est fort, qui a des valeurs fortes, parce que cette transmission ne s'est pas faite. Mais c'est même pas la faute de nos parents. Ils nous racontent quand ils étaient plus jeunes que, par exemple, quand ils étaient à l'école, qu'est-ce qui se passait? Il y avait comment on appelle ça? Le symbole. Le symbole. Donc, tu es à l'école, si tu parles Lari ou si tu parles Monokutuba, on te met le symbole. Donc, ils ont grandi comme ça. On leur a appris ce qui est congolais, culturellement congolais, n'est pas beau, n'est pas bon, c'est pas mauvais, et c'est mauvais. Il faut abandonner. Donc, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, avec les femmes. On leur apprend que bon, on est belle quand on met le tissage, on est belle quand on est clair de peau, pas noir, que ce qui est africain. Un travail d'éducation. On repart encore à ce que disait Ninos, c'est les fondements. C'est les fondements. Et un autre secteur peut-être qui est prioritaire, Monsieur Ninos? Bien, mais le secteur qui est encore prioritaire, c'est le secteur la vie en général. Hein, la vie en général, parce que nous n'allons toujours pas tout faire. On a toute une vie, des générations en génération, qui trouveront toujours un monde en chantier dans lequel chacun devrait trouver toujours quelque chose à faire. Et aujourd'hui, si d'autres habitent l'Afrique, nous, l'Afrique nous habite, nous portons l'Afrique, nous aimons l'Afrique. Ce qui nous reste à faire, c'est de promouvoir l'Afrique. Promouvoir l'Afrique, tout en sachant que l'Afrique n'est toujours pas celle qui est en dessous de la moyenne. L'Afrique, elle a ses valeurs, elle se vaut en fonction de ce qu'elle est. Et elle doit s'accepter. Et tout Africain doit se sentir fier d'être africain. Peu importe où vous êtes. C'est comme aujourd'hui, on dirait que c'est vrai, c'est tous les peuples dispersés à travers la Terre, à travers la planète. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, avec les tests d'ADN qui sont en train d'être faits. Vous allez voir aujourd'hui, j'ai l'information que certains en Amérique qui font les tests d'ADN, parce qu'il y aura un retour. Vous savez, il y a forcément ce qui se passe avec les Juifs aujourd'hui, où on a la LIA, je crois, où tous les Juifs aujourd'hui dispersés à travers le monde repartent en Israël. Mais tous les peuples noirs, parce que quand nous parlons de l'Afrique, il y a l'Afrique noire, définie par Cheikh Anta Diop, cette Afrique dispersée qui devrait faire le retour. Et aujourd'hui, il y a des tests d'ADN. Mike Tyson, le célèbre boxeur noir américain, venait de faire son test d'ADN. Vous savez qu'il est Congolais de Brazzaville. Congolais de Brazzaville. Ça fait beaucoup de jaillir sur les réseaux sociaux. Alors, donc, ça fait beaucoup de bruit. Alors, le fait déjà que nous ayons... Vous lui ressemblez un tout petit peu. C'est vrai? Ah bon? Alors donc, vous voyez, avec déjà ces éléments qui se définissent aujourd'hui, attendons-nous à ce qu'il y ait un véritable retour, une véritable révolution. Mais ils ne viendront pas trouver une Afrique toujours qui pleure. Ils veulent venir se joindre à une Afrique forte, une Afrique capable, une Afrique qui croit à ses valeurs et qui attend ses frères. Alors que les pouvoirs publics aménagent aussi les conditions pour permettre à ceux que quand la diaspora arriverait, qu'ils ne viennent pas toujours trouver des choses à terre. Parce que quelqu'un qui est habitué à ne jamais voir couper d'électricité, il faudrait pas que quand il revienne, le stress commence. Ah, ça déçoit, hein? Donc, ça déçoit. Donc, déjà, il y a un travail de fond. Nous qui sommes sur place, eh ben, nous devons nous déployer. Eux qui viendront vont prendre le relais et ensuite nous formerons un front commun à l'échelle du développement continental. Monsieur Ngoma parle d'un retour. Et moi également, j'attends ce retour-là lorsque
les membres de la diaspora reviendront en Afrique pour venir trouver des hommes et des femmes fortes en Afrique pour qu'on forme finalement une force comme à l'époque, comme en Égypte où on était première puissance. Ça c'est très bien, mais vous savez comme moi aujourd'hui que l'Afrique a une maladie, la maladie des détournements de fonds. Et quand la diaspora africaine reviendra sur le continent, certainement pour investir ou pour développer le continent africain, il faut qu'elle vienne également trouver, je disais tout à l'heure, une Afrique, c'est vrai, forte, mais est-ce qu'il ne faut pas commencer par faire dès maintenant un travail de mentalité, de rééducation assez profonde de nos mentalités pour que quand les autres reviendront, ben qu'ils viennent trouver des gens qui sont non seulement forts mentalement, mais bien éduqués, instruits et pour qu'on développe le continent ensemble. Vous avez raison, hein. Vous pouvez pas mieux dire. On va pas leur laisser tout le travail. Ouais. On va pas laisser tout le travail. C'est évident que dire que l'Afrique c'est le pays des détournements de fonds, ça, je vais un peu faire comme tout à l'heure. Je suis pas trop d'accord. Non, je n'ai pas dit le pays des détournements de fonds. J'ai dit que les détournements de fonds sont monnaie courante. Oui. Ça, par contre, je suis d'accord. Et c'est vrai que la réponse qu'on va donner à ce genre de comportement, c'est ça qui va déterminer comment ça va être fait à l'avenir. Je veux dire, il faut que la réponse soit claire. Il faut que les gens comprennent que utiliser de l'argent qui n'est pas à toi n'est pas moralement acceptable. Et ça, c'est encore un grand travail qu'il faut faire parce que on a encore énormément de gens dans ce pays qui, du jour au lendemain, deviennent riches et personne ne se pose des questions. Des questions. Comment il est devenu riche? En Europe, du jour au lendemain, tu deviens riche. Aucun procès. Qui vient te demander, mais comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de l'argent sale? C'est comment? Tu as joué à la loterie? Voilà, donc il y a une moralisation, comme vous avez dit, du bien public qui doit se faire, de la gestion du bien public. Et je pense que plus il y aura des gens éduqués aussi pour comprendre ça, parce que comme il a dit, on investit dans l'université et tout, blablabla, mais qu'est-ce qu'on apprend à l'éducation civique à nos enfants à l'école? On sait pas. C'est des programmes de 1920. C'est des valeurs qui disparaissent. Hein. Voilà. Donc il faut déjà éduquer correctement ceux qui sont en bas. Il faut déjà donner l'exemple. Moi personnellement, c'est la base, comme a dit. Voilà, c'est la base. En tant que parent, si moi-même je ne sais pas me comporter correctement avec un bien public, quelle est l'éducation que je vais donner à mon fils? Est-ce que je suis capable de dire à mon fils, respecte le bien public? Non, donc ça va passer de génération en génération. Vous ne pouvez pas dire à votre fils de ne pas voler avant que vous-même vous volez. Exactement. Mais comment voulez-vous que le corrupteur soit celui qui condamne la corruption? Comment voulez-vous que le receleur soit celui qui condamne le vol? Ça n'a pas de sens. Mécontentement populaire, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se battront corps, âme et esprit au changement de mentalité. Et ça, c'est un devoir patriotique, panafricaniste et humaniste. Lutter pour que nous ayons des valeurs, le respect des biens publics qu'on apprenait déjà à bas âge. Le respect de la chose publique. Qu'il y ait des mots qui disparaissent, qui soient éradiqués, parce que la vie est une continuité. Personne aujourd'hui qui parle de détournement n'est allé avec sous la tombe. Peu importe. Ça veut dire à un certain moment, ça finit par rester. Doivent s'arrêter pour dire on a assez amassé, mais en fin de tout, on amène ça où? Alors, on peut faire une distribution équitable pour permettre à ce que tout le monde gagne dignement et honnêtement sa vie par son métier, par sa connaissance. Et quand la diaspora viendra, la diaspora trouvera des structures d'accueil dignes et l'Afrique va prendre son envol ensemble avec le travail qui se fera par ceux qui sont sur place et la diaspora qui viendra, soit par les finances, soit par un retour. C'est dit et c'est signé Ninos Ngouama, l'écrivain. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez. Merci à vous, monsieur Ninos Ngouama. Merci d'être passé une fois de plus sur le plateau de Afrique et Jeunesse. Je rappelle que vous êtes écrivain, auteur de Rêve d'un autodidacte, de la formation à l'initiation, Jamais prisonnier, et il y a d'autres œuvres encore, et moi je m'arrête là. Merci d'être passé, en tout cas, c'est un honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui ici. Merci aussi aux téléspectateurs qui nous ont suivis, merci à la NTI, merci
la célèbre dame que je découvre aujourd'hui, Daphine. La pépite d'or. Mais en tout cas, c'est vraiment, ainsi que je l'appelle. dès aujourd'hui, je ne la lâcherai plus jamais. Plus jamais, parce ouais. que j'ai trouvé Plus qu'on a jamais. beaucoup de choses à faire ensemble. Promis juré. OK. Merci. Notre Merci. deuxième invitée était donc Madame Maïla. Elle préfère qu'on l'appelle comme ça. Madame Maïla, elle dirige l'entreprise Maïla Syst. Et elle est là, c'était également un honneur de la recevoir ici sur le plateau d'Afrique Jeunesse. Ben, merci beaucoup. J'avais beaucoup d'appréhension Ouais. pour faire l'émission, mais c'était vraiment un plaisir, un réel plaisir. Merci Et en beaucoup. plus, je pense que ça a matché entre nous. Super. Donc, c'est bon. Mesdames, messieurs, j'aurais voulu qu'on y reste un peu plus longtemps, belle causerie. Mais malheureusement, en matière de télé ou de radio, l'heure, c'est l'heure. Et c'est ici qu'on va mettre un terme à cette émission. Franchamat, Saint-Reno Viber, Loïc, Sterling HD, c'est ici que nous mettons un terme à cette émission. Et nous vous donnons rendez-vous pour le mardi prochain. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre à travers nos rediffusions et puis nous retrouver également sur nos différentes plateformes. Je les ai toujours citées ici, mais je pense que vous les retrouverez juste au bas de votre écran. Au revoir.